Salut à tous les rouleurs, bienvenue pour une nouvelle émission Roue Libre spéciale Tour de France. Le Tour de France qui avance bien, qui approche de sa moitié. On va débriefer les dernières étapes, on va avoir du débat, du focus. Il y a énormément de choses à dire de Roglic, de Pogačar, malheureusement de Thibaut Pinot. Et je vais en parler évidemment avec mes spécialistes de roue libre. Comment ça va mon Polo, la forme? Ça va très bien, ouais. Ravi de vous retrouver tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. On a fait notre petit live avec Robin, c'est bien passé. On enchaîne directement avec une analyse bien fine des dernières étapes, notamment de ce week-end. C'est vrai que Robin, désormais, c'est live Instagram à 20h tous les soirs, tu commences à les maîtriser, il faut le dire. Je suis rodé. C'était pas gagné la première fois. Hein. C'était un peu laborieux la première fois, mais je m'en sors. Là, c'est moi maintenant, j'invite Polo sur les lives, tout se passe à merveille. C'est vrai que Robin, les réseaux sociaux, tout ça, à la limite, non, dis pas ça, c'est juste lancer c'est pas mon monde. Lancer les sites, tout ça, être rédacteur en chef de Chronique du vélo, des trucs qui marchent, ça tu sais Mais faire. Twitter, Facebook, ça va, mais c'est juste Insta, j'avais du mal. Insta, t'as du mal. Mais désormais, tu commences à maîtriser. Mais il y a un autre truc que tu maîtrises, c'est le vélo, Robin, comme Polo, et vous allez en parler parce qu'aujourd'hui, il y a un programme des plus intéressants. Vous allez le voir à l'émission comme d'habitude en 3 temps. On va voir ce sommaire de l'émission. Focus, Thibaut Pinot. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour le Français qui malheureusement a eu une terrible défaillance dans la 8e étape vers Loudanvielle et qui est désormais battu pour le classement général, et on va se demander ce qui va se passer pour notre Français. Le débat, Roglic est-il imbattable? Parce que Primoz Roglic, à l'heure où on vous parle, a pris le maillot jaune à Adamiet. Il est désormais leader du général et on va se demander si oui ou non il peut en partir de cette première place, et on terminera avec des bonifs et on va s'intéresser à nos 2 Français qui actuellement sont 3e et 4e du classement général, Guillaume Martin, Romain Bardet, parce que c'est quand même impressionnant comme performance, donc on va en parler. Il y a 3 étapes dans cette émission, mais il y a aussi une nouveauté, Polo, que tu vas nous faire découvrir. Ouais, il y aura une petite respiration entre le débat et le focus avec un invité qui nous accompagnera jusqu'à la fin de ce Tour de France. C'est Johan Bagot, l'ancien coureur notamment de la Vital Concept BNB Hotel, qui nous fera une petite chronique, une petite pastille d'1 ou 2 minutes à chaque émission. Et la première, c'est aujourd'hui. Il nous expliquera notamment... en plus de son ressenti sur les étapes du week-end, il nous expliquera aussi son site internet qu'il a lancé, Sport & Connect. Et vous allez voir, il nous le dira beaucoup mieux que moi. Voilà. Exactement, Johan Bagot qu'on va vous faire découvrir, mais Johan Bagot qui a aussi fait 10 ans chez Cofidis, qui a été un très bon coureur, notamment sur la Vuelta. Tour de France, il me semble, ou quelque chose comme ça, donc il a des choses à dire et vous allez voir tout à l'heure. Un coureur de classement en général, il a fait je crois 25e sur la Vuelta, top 30 sur la Vuelta en 2013, donc c'est un coureur très sérieux et ses analyses vont être intéressantes. Romain, je t'ai vu, tu m'interpellais, qu'est-ce que tu voulais me dire? Connerie, c'est beaucoup moins intéressant, le t-shirt jaune était beau et que ça faisait... C'est marrant avec Roglic derrière, donc c'est complètement nul, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il est très beau et qu'il est surtout très jaune, je m'en rends compte là. J'espère qu'il vous il vous éclate pas l'iris, j'espère. Cette image avec Roglic derrière et je trouvais que c'était marrant, mais en fait, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Là, je suis beau, hein. Voilà. On a donc un sommaire qui vous a été totalement expliqué par Polo et par moi-même, et désormais, on va donc se lancer dans cette émission avec le focus sur Thibaut Pinot. Ce focus sera donc porté sur Thibaut Pinot. On a pris un coup de poignard dans le cœur quand il était dans le port de Balès. La retransmission TV était à peine partie sur la 8e étape vers Loudanvielle. Et Thibaut Pinot a eu mal au dos, incapable de pédaler. Et on va voir Thibaut Pinot aujourd'hui au classement général. Et en tableau, vous allez voir, si par hasard vous n'avez pas pu suivre le Tour de France ce week-end, vous allez tomber de haut parce que Thibaut Pinot, un des grands favoris à la victoire finale à Paris, est désormais 24e à 28 minutes et 32 secondes de Primoz Roglic. Polo, ça a été très très dur à accepter cette 8e étape. Ce samedi est un samedi vraiment noir. Quand moi je regardais sur Eurosport et Guillaume Di Grazia annonce, parce qu'il l'entend à Radio Tour, que Thibaut Pinot est lâché, Jackie Durand et Steve Chenel, ils y croient pas, ils disent non mais ça doit être une erreur, c'est pas possible et tout. Et finalement en fait on s'en doutait sans s'en douter. On voyait le faciès de Thibaut Pinot depuis quelques jours, on voyait les déclarations, on tentait d'être rassurant. L'étape de la veille avec les bordures où la Groupama FDJ a joué un rôle important était rassurante, elle est dans ce sens-là aussi. Sauf qu'au final, au soir de cette étape, les langues se sont entre guillemets déliées et plus personne n'y croyait dès cette chute le premier jour, samedi à Nice. Donc oui, d'un point de vue personnel, et je pense pour tous les Français, ça a été un crève-cœur parce que tout le monde adore Thibaut Pinot, c'est un coureur attachant au possible. Mais de là, imaginer qu'il allait exploser comme ça au port de Balès.
Je pense qu'on n'était pas beaucoup à s'imaginer, malgré le fait qu'il ait chuté samedi, alors que finalement tout le monde en interne savait que ça allait être possiblement ce qui allait se passer, quoi. Un peu comme d'ailleurs ce qui s'est passé l'année dernière quand on a les premières images de la retransmission TV, qu'il est dans la Madeleine et qu'il ne peut plus avancer. Mais en fait, on se rend compte à la fin de l'étape que la Groupama, Robin, avait ça en tête, la possibilité qu'il ne puisse plus continuer et se battre réellement. C'est ça, en fait, les 2 années ont ça de similaire, c'est que tu prends un coup derrière la tête parce que nous, en tant que téléspectateurs et même quasiment l'intégralité des journalistes présents sur place, personne ne savait. C'était un truc qui était gardé en interne depuis le début, où il progressait, il allait quand même de mieux en mieux chaque jour. Et nous, de notre position, on voit qu'il termine toutes les arrivées d'étapes de montagne avec les meilleurs. Alors oui, il n'a pas attaqué et au moins Igual, il dit bon, j'ai pas attaqué parce que j'étais pas super aujourd'hui. D'accord, t'étais pas super, mais tu finis avec les meilleurs. Donc il n'y avait aucune raison d'être inquiet. Exactement comme au Galibier. Exactement. Et le lendemain, il y a l'étape des bordures où il fait une étape superbe. Il met même un relais en tête de peloton. Et on se dit, voilà, en plus, mentalement, niveau concentration et niveau application sur une étape qu'il n'aime pas et qui est vraiment une tannée pour lui, il fait le travail, il est là, il perd rien, alors que d'autres favoris perdent du temps, Pogacar et Landa. Donc voilà, on se disait que tout allait bien. Et alors oui, on avait en tête cette chute du premier jour, mais ça paraissait de plus en plus être de l'histoire ancienne. Et moi, personnellement, je me suis jamais dit aujourd'hui on attaque la montagne sérieusement, ça va être compliqué pour Pinot, ou j'attends de voir comment Pinot va réagir. Non, moi je me disais voilà, la bagarre entre favoris va démarrer et j'espère que Pinot va pouvoir en placer une. Je me suis jamais imaginé qu'il allait lâcher comme ça dès le début du Port de Balès. Et c'est pour ça que ça ressemble à l'année dernière, parce qu'en fait, quand on a cette info, Pinot lâché, on dit mais non. Et quelle a été soyez honnête, quelle a été votre réaction, vos réactions quand vous le voyez lâcher? Est-ce que vous lui en avez voulu à lui? Est-ce que vous vous êtes dit c'est pas grave, allez c'est Thibaut, il a vraiment mal au dos, on n'en peut plus? Par quelle phase vous êtes passé, Polo? Par toutes les phases, mais je pense que quand on aime, quand la passion est à la hauteur de la déception, quand la déception est à la hauteur de la passion, plutôt dans ce sens-là, et de l'amour qu'on a pour ce coureur, parce que tout le monde l'aime. Thibaut Pinot, je connais très peu de haters de Thibaut Pinot. Forcément, tu passes dans un premier temps par le stade de l'énervement, tu comprends pas. Tu le vois, comme l'a très bien expliqué Robin, il assure dans les Arcières-Merlettes, il assure au Mont Iguail, il fait même un tempo, avec toute son équipe sur le coup de la bordure. Tu comprends pas, t'es abattu. Et tu lui pour être honnête, tu lui en veux. Ouais, tu lui en veux. Tu lui dis mais pourquoi alors qu'hier t'étais bien mentalement et physiquement, pourquoi aujourd'hui ça va pas comme ça? Pourquoi aujourd'hui tu te tiens le dos? Pourquoi aujourd'hui dès qu'il y a une caméra sur toi tu grimaces? Pourquoi tu craques aussitôt et aussi loin de l'arrivée? T'es énervé. Alors après évidemment il y a eu des explications qui se tiennent, notamment physiques, notamment ces douleurs au dos qui viennent de sa chute à Nice et d'un vélo derrière lui qui l'a percuté à plus de 60 km/h puisqu'on était dans l'emballage final. Après, est-ce qu'il y a aussi à ça lié une fragilité physique? Ça on le sait, mais peut-être aussi un peu mental, c'est toujours la question, une question qu'on ne pourra pas répondre parce qu'on n'a pas les infos. On ne sait pas à quel point sa blessure est importante et on ne sait pas à quel point il a lâché dans la tête. Surtout quand on le voit aujourd'hui se remettre un peu d'aplomb, aller à l'offensive, notamment pour aider c'est surtout l'orgueil qui parle aujourd'hui, Polo, sur cette étape où... Oui, mais des fois, l'orgueil ne peut même pas parler parce que le corps te dit non. Oui, après, on parle quand même d'un mec qui a les jambes pour faire podium, voire gagner le Tour de France. Donc, c'est pas l'orgueil d'un coureur cycliste lambda, c'est l'orgueil d'un des meilleurs du monde. Et ça a duré 15 minutes. 15 minutes où il nous a fait croire, il nous a laissé espérer que peut-être il pouvait faire quelque chose sur cette étape-là, partir en échappée. Et là, on s'est dit, c'est vrai, pendant 15 minutes, attends, comment c'est possible que hier, tu craques comme ça dès les premières pentes du Port de Balès et qu'aujourd'hui, tu nous places des attaques? Et en fait, on a vite compris. C'est qu'il n'a pas pu tenir la journée. Il a fait ça 15 minutes, après, c'était rideau. Donc voilà, il s'est battu comme un beau diable toute la journée pour recoller quand ça allait moins vite, relâcher ensuite, etc. Mais voilà, c'était pas Thibaut Pinot. Il n'a pas eu un jour où il n'était pas bien et après tout allait mieux et où tu pourrais avoir des regrets en disant mais oui, mais c'était juste une journée, il fallait passer outre. Non, je pense qu'il ne peut pas passer outre. C'est comme ça. Et comme dit Polo, c'est parce que les espoirs étaient tellement énormes. Surtout après l'année dernière, forcément, on est très très triste. Et Alexandros écrivait dans l'équipe, je ne sais pas si j'ai la citation exacte, mais il disait quelque chose comme les points de suture de notre cœur se sont réouverts quand on a vu ça, quand on a vu Thibaut Pinot lâcher. Et c'était un peu ça. On a eu une grosse blessure l'année dernière quand il abandonne. On s'en était remis en tant que spectateur. Et là, tout se réouvre d'un coup, quoi.
Et puis ce comportement sur l'étape d'aujourd'hui montre aussi que finalement, voilà, c'était pas un problème psychologique, que hier ce n'était pas un jour sans, et qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'il a fait, eh ben, il a été rattrapé par son physique et par son corps. Alors qu'il ait une fragilité physique, ça on le sait maintenant, on le sait depuis quelques temps, on l'avait vu sur le Giro il y a quelques années. On l'a découvert, le grand public l'a découvert aussi sur le Tour de France l'an passé. Pour le coup, je sais pas quoi dire. C'est l'ingratitude. On va regarder les gars. Aujourd'hui, factuellement, on peut se poser toutes ces questions-là. Quelle est la dimension psychologique, la dimension physique de tout ça? C'est qu'il n'y a pas de dimension psychologique là-dessus. Je pense que c'est un faux procès. On en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. On l'a vu encore aujourd'hui où il s'est donné à 100% à fond pour notamment aider ses coéquipiers, les Gaudur, Eschenbach et consorts. Mais que voilà, physiquement, il n'a pas pu tenir. Et ça s'est vu direct. Quand il a tenté de suivre l'échappée, il a craqué. Mais alors, est-ce que ça ne peut être que physique quand on a de telles statistiques? C'est un débat effectivement qu'on rabâche, mais à partir du moment où il y a des nouvelles données, le débat peut être relancé, certains avis peuvent changer. Il y a ces chiffres-là qui sont factuels pour Thibaut Pinot, c'est que Thibaut Pinot a abandonné 50% de ses grands tours et depuis 2015, il n'a plus terminé le tour. Il a fait 3 participations depuis 2015, Robin. Est-ce que Thibaut Pinot a un blocage avec le Tour de France? Est-ce que physiologiquement, je ne sais pas, toi tu as un peu changé d'avis sur cette question-là? Justement, moi, les années qui passent me confortent dans l'idée que c'est pas mental et que c'est juste physique. Il est fragile physiquement, il le sait, il l'a expliqué, on le sait tous. Après, là, aujourd'hui, c'est pas qu'il est fragile physiquement, c'est qu'il s'est pris un vélo à 50 à l'heure dans le dos il y a une semaine. Donc, je pense que si c'est Bernal qui prend le même vélo, et il a autant mal au dos et il est autant handicapé. Là, ça tient pas de Thibaut Pinot. L'année dernière, c'est une fragilité physique qu'on n'explique toujours pas. Un an après, on ne sait pas d'où ça vient. C'est plus embêtant. Sur le Giro, pareil, c'est sa fragilité physique qui le fait tomber malade gravement à 2 jours de l'arrivée. Donc ça, oui, là, cette année, c'est juste la poisse, quoi. C'est comme si tu tombes et que tu te pètes la clavicule, c'est pas mental et c'est pas que tu es fragile physiquement, c'est que tu t'es pris un truc qu'aucun corps ne supporterait. Ce qui est dur en plus avec Pinot, c'est que c'est des blessures qu'on ne voit pas. Enfin, c'est pas des clavicules qui sont cassées, c'est une déchirure. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de maillot déchiré. Et puis du coup, c'est difficile, il faut lui faire confiance, il faut le comprendre. Il y a le dos, mais il ne faut pas oublier qu'au soir de sa blessure, il avait aussi des traumatismes au coude et au genou. Ça, on ne sait pas trop où ça en est non plus. Il n'y a pas trop de communication là-dessus. Peut-être que c'est passé, peut-être que non. Et puis surtout, il faut quitter le prisme franco-français et fan inconditionnel de Pinot. Et regardez Emmanuel Bourkman qui a chuté sur le Dauphiné, lui aussi, il a Edouard Lapoisse, il sort d'une 4e place l'an passé, il arrivait fort, on l'avait vu plutôt intéressant sur le Dauphiné, il chute sur le Dauphiné. Dan Martin, pareil, on les voit traîner leur peine sur le Tour de France. Eux vivaient exactement la même situation que Thibaut Pinot. À ceci près que Thibaut Pinot est français et que tous les regards et toutes les caméras sont. Il a peut-être aussi un peu plus la poisse que les autres, il faut le dire. Il a un peu plus la poisse que les autres, mais ça reste de la poisse. Ce n'est pas une question de fragilité, surtout mentale. Fragilité physique, ça peut l'être aussi. Peut-être qu'il a des problèmes de récupération. Et ça, même lui, il l'a expliqué. Et c'est très facile de lui faire confiance là-dessus. Dès que dans la machine Pinot, il y a un petit grain de sel qui s'infiltre, physique ou même peut-être un peu mental, mais je pense surtout physique. Et après, c'est fait boule de neige. Et tu sais qu'on va tu vois, regarde l'année dernière, il perd du temps à Albi. Son tour de, on disait que son Tour de France était perdu à Albi. Et finalement, derrière, il rebondit. Donc, c'est pas un obstacle dans la course. Un grain de sel dans la course. Il n'y avait pas eu de grain de sel physique, comme je te parle. Là, c'est un grain de sel sur le déroulé de la course. Mais ça montre quand même qu'il a une capacité de rebond. Comme beaucoup d'autres coureurs. Mais il était en forme. Le fait d'être en forme change tout aussi. Il savait qu'il était en forme et que ce problème de dos, cette douleur, le jour où elle partait, il redevenait le Thibaut Pinot du Dauphiné. Ça se joue à pas grand-chose. Après, pour moi, il y a eu ces déclats après la course très justement, on l'a cette déclat de Thibaut Pinot quand il est arrivé, parce qu'il y a eu premier coup de marteau pendant l'étape, il y a eu deuxième coup de marteau avec un Thibaut Pinot qui dit ça fait beaucoup d'échecs pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est peut-être un tournant dans ma carrière. C'est trop d'échecs pour moi. Robin, est-ce que pour toi, tu as vu un Thibaut Pinot forcément heurté psychologiquement, mais peut-être plus que ça, encore plus profondément? Moi, je pense qu'il se remettra et qu'il reviendra parce que c'est en lui. Voilà, il est coureur cycliste, il aime le vélo. Il aime le Tour de France aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et je pense qu'il reviendra pour le gagner. Peut-être qu'il le gagnera, peut-être pas. Mais vous y croyez encore aujourd'hui d'ailleurs? Pour qu'il gagne le Tour un jour? Pour qu'il gagne le Tour de France. Moi oui, parce que des mecs qui passent par beaucoup d'échecs et qui gagnent après, ça existe. J'en ai noté quelques-uns. Thibaut Pinot déjà. Thibaut Pinot, oui. Après, il n'a pas encore gagné le Tour. Mais pour parler du Tour,
un mec comme Joop Zoetemelk, il gagne son seul Tour de France, il le gagne au bout de 10 participations, en ayant fait 5 fois deuxième. Un mec comme Cadel Evans, c'est pareil, il a beaucoup galéré. Il fait deuxième en 2007, deuxième en 2008, 2009 il se trouve, 2010 il se blesse. Voilà, Après, il galère aussi. Fois. Après, c'est des gars qui font beaucoup de podiums, des gars qui font. Le Cadel Evans, il prend beaucoup le maillot jaune. Il a des achèvements ils ont des achèvements qui leur permettent d'avancer d'année en année. J'ai l'impression que Pinot, lui, il avance parce que malheureusement, il n'avance pas. La première fois où on a considéré Thibaut Pinot comme un potentiel vainqueur du Tour, c'est l'année dernière. Donc ça n'a que 1 an, 2 ans, ce nouveau statut de Pinot. Alors qu'un mec comme Zoetemelk ou même comme Evans, ils ont été présentés comme des vainqueurs du Tour pendant 3, 4, 5 ans, voire 10 ans pour Zoetemelk avant de gagner. Et un garçon comme Poulidor, il a fait 14 Tours de France sans jamais gagner. Jan Ullrich, il gagne dès sa deuxième participation. Et après, pendant 10 ans, il est bloqué par Lance Armstrong notamment. Même Quintana qui fait 3 podiums de suite sur ses 3 premiers Tours de France et qui ensuite régresse. Donc voilà, ça existe. Peut-être que Thibaut Pinot ne gagnera jamais le Tour. Est-ce que c'est parce qu'il s'est planté 2 années de suite qu'il ne doit plus revenir et abandonner cette idée? Je pense pas. Ouais, Froome gagne des tours à plus de 30 ans, Geraint Thomas gagne des tours à plus de 30 ans, Wiggins gagne des tours à plus de 30 ans. Voilà, c'est surtout, je pense, à l'image Evans aussi, 34. Evans également, si on remonte. Et puis il y a plein d'autres exemples. Thibaut Pinot est physiquement, je pense, dans sa meilleure forme. Une forme de carrière, je pense, optimale. Il prend de l'expérience, il accumule de l'expérience, des mauvaises pour l'instant, que ce soit l'année dernière ou même cette année ou même sur les Giro précédents. Mais par contre, comme l'a dit Robin, il y a rien d'impossible. S'il n'y avait pas eu ce problème physique, je pense qu'il fait partie des 3 meilleurs intrinsèquement en montagne. L'année dernière, il était plus fort que Bernal, c'est un fait. On pourra me dire ce qu'on veut, que sur le col, que sur le Galibier. L'Iseran, sur l'Iseran, que Bernal aurait été plus fort quand même, etc. On ne le saura jamais. Ce qu'on a vu, c'est que Pinot a dominé Bernal sur les premières semaines du Tour. Sur le Dauphiné, s'il n'a pas cette petite craquette à la fin, il gagne aussi le Dauphiné. Il semblait être le plus fort aussi. Il y a aussi l'abandon de Roglic qui aide, évidemment. Il faisait partie des meilleurs. Dans toutes les courses auxquelles il participe, depuis maintenant 3 ans, 4 ans, il fait partie des meilleurs. Voire même sur certaines, c'est aussi le meilleur. Et puis là, c'est une blessure. Il faut qu'il continue. Il n'est pas en méforme. C'est pas à l'image d'un Romain Bardet qui a eu ses années de gloire sur un Tour de France où il fait 2 fois podium, qui depuis quelques années, physiquement, a du mal à se remettre au niveau qui était le sien. Thibaut Pinot, à 100%, est un vainqueur du Tour en puissance. Et ça qu'il ne faut pas l'oublier. Et l'année prochaine, il le sera toujours. Il ne faut pas oublier qu'un Primož Roglic, ils ont le même âge, les deux, il me semble. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Après, la vraie question, c'est de savoir ce que lui a envie. Comme il l'a dit, des échecs, il en a eu beaucoup. Il s'en remettra l'année dernière quand il abandonne. De l'année dernière, c'est un peu pareil. Tu prends un tel coup de massue. J'aurais été surpris venant de la part de Thibaut Pinot qui disent à l'arrivée je vais revenir l'année prochaine, je vais gagner le Tour. Non, c'est pas la personnalité du garçon. Il est abattu quand il arrive à l'arrivée et il n'est pas encore projeté sur l'année prochaine. Loin de là. Déjà, il n'a pas abandonné ce Tour-là. Donc pour lui, il y a encore des choses à faire sur ce Tour de France. Qu'est-ce qu'il a à faire sur ce Tour de France pour repartir de l'avant? Ça compensera jamais, ça compensera pas du tout, mais il peut gagner une belle étape au Grand Colombier ou au col de la Lose. La question est très bête, mais effectivement, est-ce que vous y croyez et quelles étapes notamment? Oui, pourquoi pas, une de ces deux-là, ce serait sympa. Le Grand Colombier, il connaît très bien, il a déjà gagné plusieurs fois au sommet sur le Tour de l'Ain. Donc oui, c'est possible. Après, va falloir qu'il se remette mentalement dans cet état d'esprit. Je pense que ça va le faire, ça va lui prendre 1 ou 2 jours. Là, il y a la journée de repos, il y a la journée de l'île de Ré qui va être plutôt tranquille pour lui parce qu'il va pas être embêté avec l'histoire des bordures. Et voilà, après, il peut aller gagner, mais je pense surtout qu'après le Tour de France, il va se remettre là-dedans et parce qu'il a envie de gagner le Tour aujourd'hui. Et c'est pas un échec. On parle pas d'un mec qui a essayé pendant 10 ans et qui s'est planté. Non, ça fait 2 ans que Thibaut Pinot il vient en essayant de gagner le Tour de France. Et l'année dernière, avant de venir, on savait même pas qu'il était un potentiel vainqueur du Tour. Ça fait 2 éditions du Tour qu'on le sait. Donc c'est encore tout récent. On a aussi été déçus en 2015 et 2016. Surtout qu'il sortait d'un podium sur le Tour, mais c'est vrai qu'en tant que réel favori, parce que évidemment à l'époque la domination de Chris Froome était vraiment trop violente, de Chris Froome et de la Sky. Mais pour revenir à ce que tu dis, évidemment, ces déclarations elles sont à chaud, un peu à l'image de l'année dernière qu'on a bien vu dans le reportage qu'avait fait France Télévisions. Où il dit j'arrête tout. Qu'il arrête, qu'il reviendra plus sur le Tour, etc. Voilà, là il est à chaud, il sait qu'il a déçu ses coéquipiers, il sait qu'il a déçu toute une équipe. Le public aussi. Tu vois, on pense peut-être à Arnaud Démare qui a sacrifié son Tour de France pour que la Groupe FDJ emmène une équipe autour de Thibaut Pinot. Je pense que ça a dû jouer dans sa tête et que
plus que déçu pour lui-même, même s'il doit l'être énormément. Il a pensé à tout ce monde autour, aux Français aussi qui le soutiennent. Et je pense que voilà, il a un peu craqué, là mentalement, mais c'est normal. Nerveusement, Et nerveusement plus que mentalement. Et pour le coup, voilà, il va digérer ça. Il va terminer ce Tour de France. Il va se remettre à l'endroit. Et voilà, dès l'année prochaine, c'est reparti. Il faut continuer d'y croire. On a la déclat de Marc Madiot, son manager, qui lui aussi forcément est apparu très abattu après l'étape de Loudanvielle et qui disait on avait réussi à masquer un peu les choses pendant plusieurs jours, mais quand on arrive dans les moments de vérité, ça ne suffit pas. On va viser les étapes, essayer de se mettre dans les échappées pour sauver notre Tour de France. Donc la question que je vous pose avant de terminer ce focus, c'est quel coureur pour quelles étapes pour la Groupama FDJ? Moi, je dis Pinot au Grand Colombier, peut-être Madouas et Mollard sur des étapes un peu escarpées. Et voilà, Gaudu pour aller gagner une étape, malheureusement, j'y crois moins que Pinot. Je pense que les étapes montagneuses, ce sera Pinot dans l'échappée, pas Gaudu. Moi, j'ai du mal à imaginer Gaudu gagner une étape. Aujourd'hui, mine de rien, s'il était fort, il aurait pris la roue de Marc Hirschi. Quand les deux sont, avec d'autres, et Daniel Felipe Martinez notamment, quand ils sont tous sortis, Martinez a tenté, Gaudu a aussi tenté. En plus, il était avec Reichenbach dans l'échappée. Après, évidemment, Gaudu est aussi tombé. Est-ce que lui aussi, il se remet lentement? Il est sûrement pas à 100% non plus. D'une blessure, il n'est pas à 100%. Mais l'avantage, c'est qu'ils vont essayer. Madouas va essayer, Gaudu va essayer, Reichenbach aussi a essayé. Ils vont pouvoir tenter des coups et ça c'est intéressant. Et évidemment l'histoire serait belle, comme l'a dit Robin, si Thibaut Pinot va gagner au Grand Colombier une ascension qu'il connaît par cœur, dans laquelle il a pris l'habitude de performer, notamment sur le Tour de l'Ain. Donc l'histoire serait belle s'il arrive à revenir à 100%, mais ça aussi c'est une autre interrogation. Voilà, on a fait le tour de Thibaut Pinot pour se focuser maintenant. Dites-nous dans les commentaires ce que vous attendez, vous, de Thibaut Pinot. C'est l'heure désormais, juste avant le débat. Comme d'habitude, ça va être un rendez-vous qu'on va avoir jusqu'à la fin du Tour de France, de la chronique de Johan Bagot. Voilà, Johan Bagot, ancien coureur de Cofidis et de Vital Concept, qui a pris sa retraite il y a 2 ans, va nous dire ce qu'il a pensé de ces étapes 8 et 9. C'est parti pour la chronique de Johan Bagot avec Sport & Connect, son site. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Johan Bagot, j'étais cycliste professionnel pendant 9 ans, notamment chez Cofidis et chez BNB Vital Concept. J'ai arrêté ma carrière à la fin de l'année et depuis j'ai lancé une application mobile, Sport & Connect, qui permet de faciliter la vie à tous les sportifs en leur apportant de nombreux services, notamment pour s'inscrire en ligne directement à des événements, trouver des partenaires d'entraînement, des magasins ou tout de chez soi. Je vais intervenir régulièrement sur cette chronique pour vous apporter mon avis sur le Tour de France. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet très précis. C'est finalement les potentiels vainqueurs de ce tour. Un Tour de France, c'est une course de 3 semaines qui est difficile, qui se gagne souvent en 3e semaine, mais qui peut se perdre un peu tous les jours. C'est pour ça que tous les leaders sont concentrés et ne doivent pas perdre de secondes tout le temps. C'est très stressant, c'est beaucoup d'implications. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit que les leaders sont un peu sur la réserve en début de tour, parce que s'ils font une grosse étape une journée, ils peuvent le payer dès le lendemain et quasiment hypothéquer toutes leurs chances. Donc pour l'instant, on a, selon moi, une petite dizaine de coureurs qui sont encore dans la course. Il n'y a pas beaucoup d'écart pour l'instant. Et le niveau est très très élevé depuis le départ. Si je devais dégager trois favoris, je dirais en premier Roglic, déjà parce qu'il est maillot jaune, parce qu'il a survolé sur toutes les dernières courses. Il a aussi gagné la Vuelta l'année dernière et toutes les courses auxquelles il a participé. Mais je ne suis pas certain non plus qu'il puisse gagner parce que voilà, on le sent au-dessus du lot, mais il n'a pas non plus pris une grosse avance. Pour l'instant, il s'est contenté de grappiller quelques secondes par-ci par-là, mais il n'est pas à l'abri d'un retournement de situation en 3e semaine, surtout qu'il était déjà très en forme avant le Tour de France. En 2e, on a Bernal, qu'on n'a pas trop parlé depuis le départ, il est quand même le vainqueur sortant. Mais voilà, il était toujours un petit peu en retrait, mais l'année dernière, il était aussi un petit peu en retrait, peut-être même plus en retrait que maintenant. Et en dernière semaine, il a remis les compteurs à 0 et finalement, il a réussi à remporter le Tour de France comme ça. Donc moi, je ne l'exclus pas de cette victoire et je le place toujours parmi les 2-3 favoris. En 3e, on a Pogacar. Pogacar, c'est un immense talent. Il a gagné l'année dernière 3 étapes de la Vuelta. Il a notamment terminé 3e du général. C'est un très jeune coureur qui fait que attaquer, qui a un énorme moteur. Voilà, ça c'est un coureur qui peut carrément renverser les stéréotypes, renverser la course. Donc moi, je le place aussi, je l'avais passé déjà d'entrée dans mes favoris. Donc je pense qu'il faut vraiment le surveiller et il va nous faire le spectacle, ça c'est sûr. Derrière, on a environ 4-5 coureurs qui sont à peu près du même niveau. Je pense à Martin, Quintana, Bardet, qui peuvent aussi, ils n'ont rien à perdre. C'est des coureurs qui ont déjà fait des résultats, notamment Quintana et Bardet. Et ils vont peut-être jouer le tout pour essayer de remporter le tour.
Donc ça va être des coureurs qui vont avoir aussi des bonnes opportunités si les trois de devant se marquent. Donc voilà, je pense qu'on va citer une belle deuxième et troisième partie de tour. Ça va être vraiment super à regarder. Et le niveau a peut-être jamais été aussi élevé devant. Donc ça va être une vraie grosse et belle course. Merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine. Donc voilà, Johan Bagot qui nous a notamment parlé de cette lutte pour le classement général. Bah, ça tombe bien parce que c'est exactement ce dont nous, on va débattre. C'est parti pour le débat. Les choses sont bien faites. Ce débat parce que certains coureurs sont toujours dans la lutte pour le classement général et pour ce maillot jaune, aller chercher ce maillot jaune dans cette année. Eh bien, on va le regarder, le classement général. Primoz Roglic, ça y est, il ne le voulait peut-être pas tout de suite, mais il l'a, le maillot jaune sur ses épaules. Il a 21 secondes d'avance sur Egan Bernal. 2 Français, 3e et 4e. Guillaume Martin, Romain Bardet à une trentaine de secondes. Une équipe française 5e avec Nairo Quintana. Rigoberto Urán, eh bien, il est toujours là à la 6e place. Tadej Pogacar qui avait pris un coup de bordure sur l'étape 7. Eh bien, il est là parce qu'il a repris du temps. Il est à 44 secondes. Adam Yates, ancien maillot jaune, il a un peu plus d'une minute. Miguel Ángel Lopez, 1 minute 15. Et Mikel Landa qui, lui, comme Pogacar, a pris un coup de bordure, se retrouve à 1 minute 42. Voilà. J'ai une question, Joseph. On commence. T'as fait de la muscu ce week-end? J'ai fait de la muscu. T'avais des gros bras. Regardez-le quand il se met de profil comme ça. Je suis tombé en panne, il est costaud là. J'ai fait Dijon-Paris en poussant une voiture. Ah bah voilà, ceci explique ça. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était important qu'on discute de ça. C'est pour ça du coup que je me mets de profil. Je vois ça, mais t'as raison. On va lancer une émission de bodybuilder, Polo. Je sais pas si t'es chaud, mais je suis pas sûr qu'on présente. Mais bon. Donc voilà, ce débat, la question, elle est simple. C'est aujourd'hui, il reste 2 semaines de Tour de France. C'est Roglic est-il imbattable? Robin, est-ce que pour toi c'est le grand favori de ce Tour de France? Est-ce que c'est le favori? Oui. Est-ce qu'il est imbattable? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors pourquoi? Il va se faire manger, Primoz Roglic. Ah bon? J'en suis persuadé. Sûr de toi. J'en suis persuadé. Parce que son équipe, pour moi, gère mal la course depuis plusieurs jours, depuis une petite semaine. Et que, bon, Primoz Roglic... Pourtant, il est en jaune. Oui, alors il est en jaune, mais encore heureux parce qu'il a l'air tellement plus fort que tout le monde. Il manquerait plus que ça qu'il soit pas maillot jaune. Mais je pense qu'il devrait être maillot jaune avec 1 minute d'avance sur tout le monde, pas avec 15 secondes d'avance sur Egan Bernal. Alors du coup, Polo, toi, est-ce que tu penses que Primoz Roglic est battable ou non? Bah moi je pense, et c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir les avis et les arguments. Les arguments, ouais, justement de Robin, c'est que justement, je trouve que la Jumbo-Visma, dans sa manière de courir, après Roglic c'est autre chose, mais notamment la Jumbo-Visma donne des signaux quand même très rassurants sur la forme qu'a Primoz Roglic et sur le fait qu'il croit énormément en lui, notamment le fait de sacrifier un Tom Dumoulin, de sacrifier Georges Bennett et Sepp Kuss également, mais ça va de soi, dans la manière de courir aussi, de la prise de responsabilité sur toutes les étapes de montagne, sur tous les moments chauds de la course. C'est quand même signe qu'une équipe croit énormément en son leader et que le leader doit renvoyer des signaux rassurants. Donc, sans dire que Roglic est imbattable, parce que comme Robin, j'en suis pas sûr, je pense quand même que visiblement, à la Jumbo-Visma et du côté de Primoz Roglic, on a l'air quand même très solide. C'est qu'ils n'ont pas le choix. Hein. C'est qu'ils ont plus, tu viens de le dire, Tom Dumoulin, qui s'est sacrifié pour Roglic. Donc ils n'ont plus que Roglic sur qui miser. Hein. Mais si Roglic n'était pas en forme, est-ce qu'un Tom Dumoulin se sacrifiera autant? Est-ce qu'il aurait des consignes? Alors, c'est là qu'on en vient, Polo, à mes arguments. Regardez le jubilé. On a cette déclaration quand même de Primoz Roglic qui démontre tout son état d'esprit, qui dit que c'est exceptionnel de porter ce maillot jaune. Depuis quelques jours, j'avais presque besoin de retenir mes coéquipiers. C'est juste le début du Tour. Ce qui m'intéresse, c'est de le gagner à Paris. Clairement, Robin, Roglic temporise et c'est un véritable souhait de temporiser, mais choix-là, tu ne comprends pas en tout cas. Non, parce que si tu es le plus fort, tu prends du temps et tu te crées un matelas. Et tu as l'impression que vraiment, il y a des moments où il a refusé. Bah oui, alors Sir Merlet, quand on voit l'accélération qu'il met dans les 150 derniers mètres, s'il la met à 1 km, il reprend du temps à tout le monde. Au col de la Luzette, il peut faire pareil. À Loudanviel, il peut faire pareil. Des arrivées en descente, il en a déjà gagné plus d'une. Donc hier, samedi après-midi, dans la descente de Peyresourde, s'il a envie d'attaquer à 2 km du sommet et de faire la descente à bloc, bah, il reprend du temps. Ou au pire, il se fait reprendre. Qu'est-ce qu'il a perdu? Rien du tout. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il avait l'air d'avoir des capacités dans Marie-Blanc. Il était là, il était facile, mais vraiment hallucinant. Et malgré tout, il n'attaque pas. Et on voit que la différence, rien qu'entre samedi et dimanche, la différence d'état de forme d'Egan Bernal, qui est visiblement son concurrent numéro 1, qui n'arrête pas de surveiller, bah Bernal, il est de mieux en mieux chaque jour.
Du coup, si tu lui as pas pris de temps avant, peut-être que ça va être très très compliqué de lui en prendre plus tard et que c'était une erreur. Et rappelez-vous l'équipe Sky quand il dominait, mais quand il pouvait assommer la course à la première arrivée au sommet, il le faisait. Hein. Chris Froome à X3 Domaine en 2013 ou Chris Froome à la Pierre-Saint-Martin en 2015, il n'y a pas de discussion. Première arrivée au sommet, tu es à 7-8 jours de course, il met un coup de bambou à tout le monde, il est maillot jaune avec 1 minute, 1 minute 30 d'avance. Voilà. Mais bon, on connaît les polémiques autour d'Armstrong, mais Froome... Lesquels je sais pas. Mais Froome, quand il peut, il a tué le Tour de France. Première arrivée au sommet, on savait qui était maillot jaune, il y avait 1 minute, 1 minute 30 d'avance, et derrière, Sky, il gère. Là, si Jumbo-Visma, ils sont persuadés d'avoir l'équipe pour gérer, bah prenez le maillot, prenez-le vraiment, et derrière, vous gérez. En plus, ils courent, depuis là, notamment dans les Pyrénées, les 2 jours, ils ont pas le maillot jaune, mais ils ont couru comme s'ils l'avaient. Autant le prendre. Hein. Alors du coup, Paul, quelle est ton explication? Pourquoi est-ce que Roglic ne veut pas du maillot jaune, ou alors tout simplement a peur d'avoir peut-être trop de pression sur lui? Je sais pas si c'est une question de pression. Moi, je pense qu'il a peur, au même titre que beaucoup d'autres des favoris. Il a peur de ce Tour de France. Si tu mets une attaque à la Luzette, ça va pas changer tes plans sur le col de la Lose. Hein. Peut-être que si. Moi, je pense que Primož Roglic, là, il est dans une situation où il n'a pas envie de faire un effort supplémentaire que ses adversaires. Oui, mais qui lui assure qu'il sera encore plus fort sur la 17e étape? Justement, tu parlais de Bernal qu'en forme, peut-être qu'il redoute cet Egan Bernal de 3e semaine. Justement, il faut lui mettre du temps. Oui, mais lui, il ne pense pas comme ça, et c'est peut-être une erreur. C'est pour ça que je te dis que je suis presque d'accord avec toi sur la question Roglic, mais le fait est que pour l'instant, je pense qu'il est frileux. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pour moi, ça peut être une bonne chose dans le sens où il ne fait pas plus d'efforts que ses adversaires, du coup, il en garde un peu sur la pédale. Mais ça peut être une mauvaise chose dans le sens où, si ses adversaires, parce que ça non plus, on n'en est pas sûr. On a vu Bernal première fois qu'il attaque aujourd'hui, hein, dans le col de Marie-Blanc, on n'a pas vu ça du Tour de France encore. Du coup, mais ça, on est complètement d'accord. Et c'est possible, justement, que s'il soit trop frileux, que des adversaires en profitent plus tard dans ce tour. Mais on n'a pas non plus de certitude sur le fait que ses adversaires vont être plus forts. Mais Bernal monte en puissance. Bernal, lui, les gars, très clairement, c'est ce qu'il annonce. Et Bernal monte en puissance, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il attaque. Il monte en puissance, il dit je suis de mieux en mieux, tout cela me donne confiance pour la deuxième partie de la course, quand nous serons dans les Alpes notamment. Moi je suis Primož Roglic, je vois que Egan Bernal monte en puissance. Certes, je tiens une forme, mais j'ai envie d'avoir cette forme plus longtemps, de ne pas mettre peut-être toutes mes forces dans la bataille, parce que je ne suis pas sûr de tenir cette forme-là. Bah moi j'ai justement envie d'aborder le col de la Lose avec une petite minute, voire 2 d'avance, et de me dire si Bernal il est très fort, c'est pas très grave. Je peux le laisser partir. Moi je vais monter au train. Et au train, je sais que Bernal, il met au maximum 20 secondes, quelque chose comme ça. Mais en fait, tu pars du postulat que le pic de forme de Roglic est en première semaine, ce qu'on pensait tous. Mais en fait, ça se trouve, Primož Roglic, il n'est même pas à son pic de forme. C'est ça. Et oui, moi, peut-être, mais sauf que le niveau, il est en train de se niveler. Parce qu'après ça. À Orsières-Merlette, on voit que Roglic, il est 2 jambes au-dessus de tout le monde. Là, déjà, sur l'étape de la Reims, déjà, les autres se sont rapprochés. Pogacar, Landa et Bernal sont beaucoup plus proches de Roglic qu'ils ne l'étaient il y a 6 jours. Du coup, les écarts que Roglic aurait pu faire à Orsières-Merlette, il pouvait déjà plus les faire à la Reims. Et forcément, si tu suis cette courbe, alors oui, peut-être que c'est un feu de paille et qu'en fait, Pogacar et Bernal, ils sont cramés dans 3 jours. Mais ça prend pas ce chemin-là quand même. Et Roglic, peut-être qu'il va rester aussi fort, mais même en restant aussi fort, il se fait rattraper par les autres. Oui, vas-y, Polo, tu voulais parler? Non, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, la Jumbo-Visma court comme une équipe patronne du Tour parce que c'est l'équipe la plus forte. Et ça aura aussi son rôle à jouer, notamment dans 2 ou 3 semaines, parce qu'on sait comment fonctionne Ineos, on sait comment elle a fonctionné notamment l'année dernière avec la victoire d'Egan Bernal. Et cette équipe Jumbo-Visma court comme une équipe qui a 150% confiance en son leader. Parce que justement, moi, je trouve pas qu'il court bien, Jumbo-Visma. Et je vais dire pourquoi il court bien. Parce que si Roglic est fort, c'est-à-dire qu'il décide de prendre la course en main parce qu'il se sa force. Et si Roglic est peut-être pas si fort que ça, et ben ils se font croire à tout le monde qu'il est très fort. Parce que là, peut-être. Si c'est un coup de bluff, c'est bien joué. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que Roglic, sur cette première semaine, est injouable. Mais peut-être que c'est pas le cas, et peut-être que c'est pour ça que les adversaires attaquent pas. Par contre, moi, la question Roglic est imbattable et comment faut faire pour battre Primož Roglic. On le voit comment il est Roglic. Il ne faut pas avoir peur. On a vu les mêmes images, Polo. On le voit, il se balade sur le vélo. Mais on a vu aussi, aucune opération d'envergure de leaders favoris qui sont dans le même temps que lui. On a vu un Pogacar qui a eu un bond de sortie, on va pas se mytho, j'allais dire, mais on va essayer de bien s'exprimer. On va pas se mentir, qui a eu un bond de sortie entre compatriotes sur l'étape de Loudanvielle. Les autres sont pas risqué, ça. C'est super aujourd'hui, risqué. Bernal le connaît, Pogacar, il l'a vu gagner 3 étapes sur la Volta. Et Roglic l'a suivi en moonwalk. Mais Roglic, parce que c'est pas encore le grand Bernal. Bernal, il a voulu tester une première fois.
Bon, moi, je voudrais te montrer, Polo, vraiment, pourquoi je pense que Jumbo-Visma se plante tactiquement sur ce Tour de France. Dis-moi tout. Et Ben a ce dont j'ai besoin en régie. Ça arrive, Donc, on va pouvoir parler sérieusement, Polo. J'ai trouvé, Commençons en fait... par les tweets dont tu veux parler. Exactement. David Jiménez, donc, qui analyse la tactique de Jumbo-Visma sur notamment l'étape d'hier, qui arrive à Loudanviel, et donc la dernière ascension dans le col de Peyresourde. Je souscris totalement à son analyse. Donc, ce qu'il explique, je vous fais la traduction. C'est pas moi qui fais cette analyse. Moi, je m'étais dit, Jumbo-Visma, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu plantés hier. J'ai vu Kuss à la rue, j'ai vu Dumoulin se sacrifier pour Roglic. Et donc, ce David Jiménez explique très très bien comment ça s'est passé. L'ordre du train de Jumbo-Visma, il est très clair. Donc là, il nous manque à l'image Grondal et Tony Martin, qui sont déjà lâchés, qui sont les 2 premiers hommes du train. Ensuite, la suite de l'ordre, c'est Gesink, Van Aert, Bennett, Kuss, Dumoulin et Roglic. Donc ils sont censés lâcher dans cet ordre-là. Ils sont censés tous faire leur part du travail avant de lâcher. C'était d'ailleurs la grande force de l'équipe Sky, Ineos, qui sait parfaitement faire un train comme ça. Et Jumbo, on le sait depuis cette année, avec leur nouvelle armada, veulent faire du Ineos ou du Sky. La vérité, c'est que pour l'instant, ils ne savent pas très bien le faire. Donc en fait, on voit sur ces premières images que Sepp Kuss est lâché à 37 km de l'arrivée. En fait, quand Robert Gesink fait le train. Donc Kuss, qui est censé être le dernier maillon de la chaîne, juste avant Dumoulin et Roglic, est lâché alors qu'il y a 4 coureurs qui doivent encore faire leur travail avant lui. Donc déjà, premier problème. Donc ensuite, Gesink lâche à 34 km parce qu'il a fait sa part du boulot. Derrière, après Gesink, c'est à Van Aert de faire le boulot. Sauf que quand Van Aert vient, on a perdu Kuss. Donc il ne reste plus que Van Aert et Bennett avant le duo Dumoulin-Roglic. Van Aert fait son travail, mais il fait son travail tellement fort que quand il s'écarte, il n'y a pas George Bennett pour faire à son tour son travail. Et c'est Dumoulin qui est obligé d'y aller. Et Bennett lâche 1,5 km plus tard, à 15 bornes de l'arrivée. Et en fait, Dumoulin, pourquoi il se sacrifie? C'est pas par choix. On s'est dit chez Jumbo-Visma, on va mettre tous nos œufs dans le même panier et on va tout miser sur Primož Roglic parce qu'il est vraiment trop fort et qu'on est sûr de gagner le Tour avec Roglic. Non. C'est parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne dans le train de Jumbo-Visma. Il y a le choix de laisser les autres rouler. D'accord, mais c'est pas le choix qu'a fait Jumbo-Visma, puisqu'ils ont décidé d'être comme Sky par le passé, de tout maîtriser, de tout contrôler et de faire le tempo. Mais du coup, tu te retrouves avec une équipe monstrueuse sur le papier, sauf que Kuss et Bennett n'ont pas donné un coup de pédale parce que le train il est mal réglé. Le train est mal réglé parce que Bennett a chuté, que ceci. Très intéressant. Que ceci. C'est intéressant et c'est ce que j'ai également remarqué. Mais au-delà de ça, je vois pas l'influence que ça a déjà sur la stratégie de la Jumbo-Visma et aussi sur le fait qu'un Dumoulin, sans rechigner, ça fait 2 jours qu'il se met une pelée pour faire un dernier gros relais pour parce que là, il n'y avait plus le choix. Mais si Dumoulin est dans la capacité de gagner le Tour de France et que Roglic est peut-être un peu moins bien, pourquoi Dumoulin prend ce relais-là et pourquoi justement Dumoulin et Roglic prennent autant la responsabilité de la course? En fait, c'est très clair que la Jumbo-Visma a le cul entre 2 chaises et ne sait pas vraiment si elle veut contrôler la course, comment la contrôler. Ça, elle le fait. Un exemple. Elle le fait mal. Et ça a très bien été expliqué là. Et je suis complètement d'accord avec ça. Un jour, on voit Kuss faire un super tempo. Le lendemain, on se dit, George Bennett va un peu mieux. Il prend un relais devant Dumoulin et Roglic. Le lendemain, c'est Van Aert qui t'emmène à 2 km du sommet. Après, tu as un racing héroïque. Et on l'a vu aussi sur le Dauphiné et le Tour de l'Ain. C'est bizarre la manière dont ils fonctionnent. Mais parce qu'ils savent pas le faire, parce que c'est un travail qui se fait sur des années. C'est pas rodé. Mais de là à dire que c'est pour ça que Roglic ne pourra pas gagner le Tour de France. Mais moi, quand tu vois le dévouement de Tom Dumoulin, qui est un ancien vainqueur de Grand Tour et un ancien thruster de podium sur le Tour de France, se mettre à la planche comme ça. Pour un coéquipier, surtout chez Jumbo, on sait que c'est dans les pas contre leader. Regarde sur cette étape de la Reims, Dumoulin il a fait son relais. Alors déjà, il n'a pas duré bien longtemps. Et est-ce qu'il a fait mal aux autres favoris? Moi, je pense pas. Il a fait mal à personne. Quand Dumoulin s'écarte, il reste les 10 premiers du classement général. Et ça fait le tri parce que Pogacar il attaque. Et là, Pogacar il fait une sélection. Mais l'équipe Jumbo-Visma qu'on présentait comme monstrueuse sur le papier, alors il manque Steven Kruijswijk. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Peut-être, mais je pense pas tant que ça honnêtement. Ils ont fait des dégâts sur le Tour de l'Ain, quand en fait la plupart des favoris n'étaient pas encore au top et il en manquait aussi un paquet. Ils ont fait des dégâts aussi sur le Dauphiné sur les premières étapes, avant l'abandon de Primož Roglic. Mais sur le Tour de France, où là on est dans le gros événement, où tout le monde est en forme et tout le monde est là, finalement, alors oui, ils sont en tête de peloton, mais ils font pas un travail exceptionnel, parce que le rythme qu'ils mettent
sacrifient leurs propres coureurs et ensuite ils ne font pas si mal que ça aux favoris. Et on a la deuxième phase de cette explication. Là, je t'ai parlé, Polo, de l'équipe Jumbo-Visma, mais on a aussi la tactique de Primož Roglic qui, moi, me pose question. Si voilà, on peut revoir l'image. Exactement, merci beaucoup Ben. On voit que Roglic, sur la première image en haut à gauche, Dumoulin tire le peloton. Alaphilippe attaque. Il y a aussi Pogačar qui va placer un démarrage juste après. Et Roglic est concentré à 100% sur Egan Bernal. Ensuite, en fait, il fait exactement comme au Giro avec Nibali. Exactement. T'as tout compris. Pour moi, il fait la même erreur que sur le Giro, où il s'était concentré sur Nibali, il avait oublié Carapaz, et c'est Carapaz qui va gagner. Sauf que là, il n'y a personne pour l'instant. Tu vois la deuxième image, Polo, regarde, explique-moi si tu comprends. Il est devant, celle de côté ou celle avec du bas Pogačar et Quintana à droite. Ils sont les trois devant. Derrière, il y a le groupe Bernal. Bernal essaye de faire le travail pour faire revenir ce groupe-là. Il y a avec Guillaume Martin, il y a le reste, le second rideau des favoris. Roglic, il est dans une position parfaite. Il est devant avec Pogačar et Quintana, deux gars sur qui il a de l'avance au général, surtout Pogačar qui a plus d'1 minute. Et il roule pas. Pourquoi ? Alors qu'il peut mettre du temps à Bernal, il peut mettre du temps à... Pour le coup, je suis d'accord avec toi à 100%, et on en parlait avant l'émission. Moi, je pense Roglic fort, mais il y a quand même des signes qui montrent que même si la Jumbo-Visma assume la course, le fait que Roglic, surtout à ce moment-là, sur l'étape d'hier, ne relaie pas ou ne contre-attaque pas, ça montre peut-être un Roglic qui, pour deux raisons valables, ne veut pas prendre de risques, soit parce qu'il se sent pas aussi fort qu'on le pense tous, et c'est-à-dire qu'il a peur de faire plus d'efforts que les autres. Et voilà, c'est exactement aussi ce que je viens de dire, parce qu'il a peur de faire plus d'efforts que les autres, parce que mine de rien, c'était la 8e étape et qu'il en reste 12. Et parmi ces 12-là, il y a le Puy-Marie, il y a le col de la Lose, il y a l'étape de la Roche-sur-Foron qui est monstrueuse avec la montée de Bizane, il y a ce contre-la-montre à la planche des belles filles. Il n'empêche que tactiquement, je pense qu'il a peur. Je pense que c'est fort et qu'il a peur que ça lui file entre les doigts, parce qu'il sait que son équipe est la meilleure de ce tour, même si elle est un peu friable, elle reste supérieure à Ineos. Il se sait en très grande forme. Il a vu qu'il était en très grande forme en cette première semaine. Moi, je pense qu'il est fort, que son équipe est forte, mais que lui n'est pas serein du tout. Tu peux être le plus fort. Moi, je pense honnêtement que Primož Roglic est le plus fort pour l'instant, mais tu peux être le plus fort et ne pas gagner. Ouais, mais je pense qu'il a peur de ça. Et attention à lui, parce que là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il répète quelques erreurs qu'il a faites sur le Giro l'année dernière, des erreurs qu'il n'a pas fait sur la Vuelta. Mais ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est que et sur le Giro et sur la Vuelta, il a eu du mal à finir ses tours. La différence, c'est que sur la Vuelta, il avait assuré sur les 2 premières semaines. Exactement. Sur le Giro, il l'a pas fait. Donc attention. Et là, pour le coup, c'est en ça que je te rejoins, parce que mine de rien, je partage quand même pas mal de tes avis là-dessus. Il est peut-être en train de se tirer une balle dans le pied, alors que pour moi, c'est le plus fort, et que s'il court intelligemment, même s'il est un peu plus faible en 2e, voire en 3e semaine, il aura peut-être ce pécule pour assurer le maillot. On a déjà vu Chris Froome en difficulté parfois dans la 3e semaine dans les Alpes, ou même avoir un jour sans. En 2014, en 2013. Exactement, ou avoir un jour sans sur l'étape de Péragude en 2017 où Romain Bardet s'impose, où il avait dit ce jour-là qu'il avait été vraiment en danger, sauf que ce qui lui a permis d'être serein, c'est qu'il avait de l'avance au classement général. On a demandé enfin non pas nous, les personnes présentes sur place, ont demandé à Primož Roglic qui est l'adversaire qui redoute le plus. Et bien comme le montrent les images, Bernal est le plus dangereux pour le moment. C'est peut-être Pogačar qui est le plus fort. Aujourd'hui, personne n'a été plus rapide que lui. Effectivement, son compatriote qui est peut-être l'outsider le plus important. Alors Polo, toi, pour le moment, tu vois Primož Roglic globalement sur la bonne route pour aller gagner le maillot jaune à Paris. Toi, Robin, tu vois qui, du coup, pour être capable de le battre ? Pour moi, les deux qui peuvent le battre aujourd'hui, c'est Bernal et Pogačar. Mais alors, lequel, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je pense que Primož Roglic ne doit pas se concentrer uniquement sur Egan Bernal. Et il l'avait déjà fait au Tour de l'Ain. Il est programmé pour ça. Primož Roglic, il est venu sur ce Tour de France en se disant que son adversaire numéro 1, c'était Bernal. Déjà, sur le Tour de l'Ain, ils se sont retrouvés, les Jumbo-Visma, des situations à 3 contre 1, où ils sont avec Bennett, Kruijswijk et Roglic à 3 face à Bernal, ils ne l'attaquent pas. Et tu te dis, mais à quoi ils jouent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Roglic, il est en ce moment obsédé, je pense, par Egan Bernal. Et sur la 3e image tout à l'heure je te montrais la tactique de Roglic qui ne roule pas avec Pogačar et Quintana devant. Ensuite, quand ça se regroupe, il se met de nouveau à côté de Bernal et il regarde ce qu'il fait. Il faut qu'il arrête avec Bernal, sinon il va perdre le tour. Parce que Pogačar est très fort, tu le dis, on l'a vu à la Reims, il gagne, il a repris du temps sur l'étape de Loudanvielle, sa bordure elle est quasiment oubliée,
Et si tu lui laisses trop de marge, il va aller gagner le tour. On regarde d'ailleurs avant que Polo. Voilà, raconte l'image en bas, on voit que ça se regroupe et de nouveau, il recule, il observe et il va regarder Bernal qui est sur sa gauche et se caler sur la course de Bernal. Est-ce qu'on peut avoir le classement général, Ben et Tom, s'il vous plaît, pour rappeler où en sont les adversaires de Primoz Roglic. Primoz Roglic, on le rappelle, désormais maillot jaune du Tour de France. Bernal est à 20 secondes. Il a 20 secondes d'avance. Hein. Ça peut paraître couillon aussi, mais par rapport à son Giro notamment, où il a 20 secondes d'avance après la première semaine. Et Pogacar à 44 sans secondes. mettre un coup de pédale. Pogacar 44 secondes, c'est impossible qu'il aille le chercher, Pogacar. C'est le plus offensif en plus, Pogacar. Moi, ce qui me rassure déjà, c'est que Roglic, on en parlait tout à l'heure de son erreur sur le Giro. Là, visiblement, il a de l'avance. Il a laissé personne partir, notamment comme il avait fait avec Carapaz. Il s'est déjà fait avoir. Pogacar, je pense qu'il ne le pensait pas aussi fort, notamment sur l'étape d'hier. Il s'est dit maintenant, je le colle au basque, comme aujourd'hui, enfin comme dimanche, où il ne l'a pas laissé, un mètre, mis à part peut-être sur le sprint en haut du le sprint qui gagne d'ailleurs Roglic en haut. Oui, il prend la bonif. En haut du en haut de Marie-Blanc, pardon. Moi, je pense que Roglic, mine de rien, on lui reproche beaucoup de choses. On lui reproche notamment de ne pas faire d'écart. Il a quand même 20 secondes d'avance sur Egan Bernal après la première semaine. Une semaine où, mine de rien, je ne vais pas dire qu'il s'est économisé, mais il n'a pas pris trop de risques, notamment pour remettre en question sa forme actuelle. Il n'a porté aucune attaque, de toute manière. Zéro attaque. Mais par contre, contrairement à d'autres qui étaient plus en souffrance, mais qui sont programmés pour monter en puissance, lui, du coup, s'est calé sur ces gars-là. Peut-être qu'il s'en mordra les doigts, pardon, peut-être pas. Pour autant, en tout cas, cela dit, la maillot jaune avec 20 secondes d'avance, on verra à la suite du tour. Quoi. Exactement, à la moitié du Tour de France, Primoz Roglic, pour le moment, détient le maillot jaune. On va voir sur la suite s'il va le lâcher ou non. Voilà, on a fait le tour de cette question-là. Donnez-nous vos avis, évidemment, c'est toujours très intéressant. Quant à nous, on va passer aux bonifications et à nos Français. C'est parti. Sur le classement général qui a précédé, vous l'avez vu, Guillaume Martin et Romain Bardet sont très bien placés. Donc, ils font l'objet de nos bonifications. Et avec notamment Guillaume Martin, c'est le premier homme dont on va parler. Guillaume Martin qui a l'air globalement serein. Il se balade dans ce Tour de France. En tout cas, il se balade. C'est une balade quand même où il fait énormément d'efforts. Il a beaucoup travaillé pour ça. Il nous étonne pas mal. Martin dans le bon tempo. Ben, c'est un titre parfait. Il dit « Je me bats pour gagner. Je ne me bats pas pour gagner le Tour. La dynamique est très bonne. Je suis dans l'allure. Ça ne se joue pas à grand-chose entre les tout meilleurs. Je suis très heureux d'être à ce niveau-là. » Polo, c'est vrai que Guillaume Martin est en route pour un beau résultat dans ce Tour de France. Ouais, clairement, on a vu que c'était le seul à attaquer, notamment Serre-Merlette, un peu plus en retrait hier, avant-hier et hier dimanche à la Reims. Il est à sa place, c'est ce que je disais, on en parlait dans le live d'hier. Il est à sa place, il va viser un top 8, un top 7. Ça va être peut-être un peu dur, notamment quand on connaît ses qualités de rouleur, et ça vaudra aussi pour Romain Bardet quand on en parlera tout à l'heure. Ce sera peut-être un peu dur pour aller chercher un top 5, justement. Il risque de le payer en fin de tour. On sait qu'à l'image d'un Primoz Roglic, lui aussi est très en forme depuis le début du mois d'août. Est-ce qu'il ne va pas le payer un moment dans le Tour de France ? En tout cas, lui, contrairement à d'autres, il sait qu'il est en forme. Il essaie de tenter des coups. Donc tenter des coups, c'est quoi ? C'est essayer d'attaquer, notamment Serre-Merlette, on le voit ici, s'accrocher au basque des leaders sur les étapes du week-end dans les Pyrénées. Voilà. Est-ce qu'il peut viser plus haut ? Je ne pense pas. En tout cas, il est déjà très haut. Hein. Il est déjà très haut. À l'image de son Dauphiné, il est placé. Il court intelligemment. Il fait jamais l'effort de trop lui non plus, et toujours bien placé. Les deux, que ce soit Martin et Bardet, on court très par intelligemment. Contre, j'ai quand même peur de la fin de tour pour Guillaume Martin. C'est vrai qu'il y a cette histoire de forme, encore une fois, la question qu'on se pose pour tous ceux qui étaient en forme déjà très très fort à la mi-août, et c'était le cas de Guillaume Martin. Donc il faut voir comment il va évoluer, mais moi il m'impressionne, je ne l'imaginais pas si fort. Et pareil pour Romain Bardet, que j'imaginais pas être de nouveau dans le coup comme il a pu l'être il y a 2-3 ans. Là, enfin plus 3 que 2. Là il est vraiment très très fort. Alors il n'est pas avec les 4 meilleurs, mais derrière c'est lui, c'est Martin, c'est Quintana. Donc ça va se jouer, ça va être une course d'usure de toute façon. Il y en a qui vont lâcher, il y en a qui vont avoir des jours sans. Faudra espérer pour Bardet et Martin qu'ils en aient pas trop. Mais c'est deux très bons gestionnaires, je pense. Deux coureurs très intelligents aussi qui sentent la course, qui font peu d'erreurs. Donc je
je suis pas très inquiet à ce niveau-là. Moi, Et donc, du coup, qui va faire le meilleur classement général, les gars? Si vous deviez faire un petit pronostic. Moi, je pense à Romain Bardet, qui monte en puissance, contrairement à Guillaume Martin, qui lui est sur une forme de très haut niveau, mais qui commence à durer. Romain Bardet monte en puissance. Romain Bardet a plus d'expérience dans la gestion d'un général et d'une course de 3 semaines. C'est quand même rare. Mis à part peut-être... ah bah tiens, on a une décla, merci Robin. Ouais, de Romain Bardet C'est qui que dit 11 secondes à l'arrivée, mais je m'en veux. C'était une question de timing, j'étais à la limite, mais j'avais les jambes pour basculer avec les tout meilleurs, c'est rageant. Et un Romain Bardet qui dit ça, bah, c'est un Romain Bardet qu'on a envie de croire parce qu'en général, il est très lucide sur ses performances, très lucide sur ses capacités à aborder les Tours de France. Et je disais, mis à part peut-être en 2018, l'étape que gagne Quintana, l'étape très courte où il prend un tir. Oui, Col du Portet, je crois, si je dis pas de tout à bêtises. fait. Mis à part ce jour-là, j'ai pas souvenir d'un Romain Bardet qui prend des gros tirs, comme ont pu prendre des Nero Quintana, comme ont pu prendre d'autres coureurs qui vont aussi se bagarrer pour un top 5, voire un top 7-8 au général. Moi, je pense qu'un Romain Bardet va finir plus haut qu'un Guillaume Martin parce que à l'expérience, il se connaît bien et il a l'air de monter en puissance sur ce Tour de France aussi. Moi, je dis Martin. J'y crois à Martin. Depuis, il m'a impressionné à Orsières-Merlette. Et il m'impressionne là vraiment de jour en jour. J'ai été un tout petit peu inquiet aujourd'hui quand je l'ai vu en queue de groupe maillot jaune dans Marie Blanc. Mais finalement, il termine bien la montée. C'était pas le plus en difficulté. Donc voilà, je le sens hyper déterminé. Et il doit être aussi surmotivé par le fait qu'il sait que tout le monde ne l'attendait pas là. Plus les jours passent, plus il voit qu'il suit les favoris, plus il prend confiance. C'est ça. Donc moi, je l'imagine finir devant Romain Bardet. Mais moi, je pense quand même Bardet pour ce que j'avais dit juste avant. J'ai quand même peur que le contre-la-montre de fin de tour leur coûte cher à tous les deux. Parce que même si c'est la porte Après, de ça la fille, coûtera cher à Landa, ça coûtera cher à Quintana. c'est pas faux. Ça va coûter cher à pas mal de mecs dans le top 10, à Lopez, s'il est encore dans la bagarre. Dans tout le classement et dans le top 10, hormis tu as Primoz Roglic, tu as Rigoberto Urán et tu as Tadej Pogacar. Et Bernal aussi. Et Bernal aussi. Et Bernal, pardon. Même si Bernal ces quatre-là une dernière qui sont moins de au-dessus. référence en contre-la-montre Un peu moins. que les Et tu vois, Slovènes, notamment. si on parle aujourd'hui, de toute façon, Pogacar, Bernal et Roglic semblent se détacher quand même un petit peu. Je pense Je pense qu'on a le podium. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Je pense que Martin et Bardet joueront un petit peu derrière, donc c'est Attention. pas très grave s'ils roulent moins bien que ces trois-là. Ouais, et puis attention, les Alpes ne sont pas passées, il reste encore 5 étapes de Rappelle-toi ce qu'on montagne. disait il y a 3 jours. 5 étapes de montagne, il y a hein. 2 semaines, je disais que Primoz Roglic allait craquer en 3e semaine. Là, je me retrouve à le défendre et à croire en lui maintenant. Effectivement, voilà, il reste Puy-Marie, Grand Colombier, Villard de Lans, Méribel, La Roche-sur-Foron, plus, et c'est peut-être le plus important, toutes les étapes dans l'ouest où il peut y avoir des bordures et où ils peuvent tout à fait tous perdre le tour n'importe quand sur chute, sur bordure. Pogacar l'a sûrement perdu sur une étape de plat. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Qu'il est perdu. Je suis pas sûr qu'il est perdu. Je suis pas sûr parce que s'il y en a un, moi je pense qu'il peut battre Primoz Roglic, c'est pas Egan Bernal, je pense beaucoup plus à Tadej Pogacar. Voilà, on a fait le tour de ces bonifications. On va terminer cette émission, les gars, avec un petit qui suis-je. J'espère bien. Trois petits qui suis-je, ils vont être rapides. Voilà. Cache un peu l'ordinateur, pardon. Attends, parce qu'on va voir les images Ben en régie. Parce qu'on a le retour de Ben. Le mien ne marche pas. Et moi, je jure sur la tête de ma petite sœur que je n'ai rien vu. Donc, il y a l'image là non, elle n'y est pas, mais ne l'affiche pas. Voilà. Je ne vais pas regarder pour l'instant. Tu sais quoi, je vais mettre comme ça, hop. Comme ça, on n'en parle plus. Je peux pas voir. Bravo, Polo. Ça, c'est faire. Moi aussi, au cas où ça marche. Je peux y aller, du coup, les gars, pour le premier qui suis-je. Je suis un coureur de 49 ans actuellement. Je suis né en 1971. Ouais, tout à fait. Son père. J'ai un profil de bon rouleur, bon grimpeur, donc un coureur qui peut viser les sommets des classements généraux. Bon rouleur, bon grimpeur, t'as dit ? Bon rouleur, bon grimpeur. Il aurait pu faire une très très grande carrière. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ? C'est-à-dire que ça dépend le point de vue où on se place. 50 ans, ça fait beaucoup quand même. Si je suis un coureur qui a démarré, alors ça c'est pour votre information, il a démarré comme stagiaire chez Lamprey Polti. Voilà. Mais il a signé pro chez Polti. Il a signé pro chez Polti en 94, Paul. Il a passé 2 ans chez Polti. Mais il est parti en 97 chez la Télécom. Chez la Télécom, il a passé 3 ans là-bas. Mais si on devait faire un lien entre ce coureur... Guérini ? Non. Qui, pardon ? Guérini ? Ce n'est pas Guérini. Entre ce coureur et un maillot, ce serait une équipe bleue et blanche. Avec... Bernard Cole. Ce n'est pas Bernard Cole. Mais on s'en rapproche très sérieusement Bernard Cole, parce il a
un grand point commun avec Bernard Cole. Schumacher. Je vous donne... Comment ? Schumacher. Ce n'est pas Schumacher. Blanc et bleu, t'as dit. Blanc et bleu le maillot. Blanc et Isabelle. bleu, on pense évidemment à quelle équipe ? Gerolsteiner. On pense à la Gerolsteiner. C'est la Milram, moi, je sais pas pourquoi. Mais oui, T'aurais pu penser à la Milram, Gerolsteiner, effectivement, ouais. qui a eu un maillot. Gerd Töchting, oui, c'est lui. Exactement, Putain, 1-0. C'est un Autrichien. J'arrive jamais à le dire en plus. Quand tu m'as dit qu'il y avait un lien Effectivement, avec, qui a gagné une étape du Tour de France notamment. Mais Ouais, bien joué. voilà, donc bravo à Merci. toi Robin. Je suis Ça un peu fait frustré parce que 1-0. je pense que j'aurais pu l'avoir juste après, mais Robin a été meilleur. Il n'a pas 1-0 volé cette pour victoire. Robin. Deuxième qui Non, c'est pas suit. fini. Il y en a Deuxième d'autres. qui content. suit. Il y en a d'autres. Il y en a 3 aujourd'hui. Mais il remet tu vas avoir la Ah photo. mais non, mais il y avait la photo de Töchting, je te jure, je pensais que c'était le dernier. Excuse-moi. Vraiment, qu'il y en c'était a- la photo Il a dit qu'il y en avait 3. Ah, mais j'ai pas entendu. Voilà. Désolé, Il y en a désolé, trois. désolé. Deuxième qui suis, Polo. Alors, Tu bah, vas pouvoir revenir potentiellement et pourquoi pas gagner ce quiz. Je suis actuellement âgé de 50 ans. Je suis donc à peu près de la génération de Jörg Töchting. Je suis né à Gazzaniga. Voilà. Gazzaniga. Peut-être que ça vous donnera un indice. Je ne sais pas si vous êtes bon en géographie, je ne sais pas. Eh bien, J'étais comme dans- Töchting, j'ai fait mon début de carrière chez la Polti Qu'est-ce qu'ils ont tous entre 96 et 98. Et 90. j'ai signé chez la Télécom en 99 et j'y ai terminé en 2003. J'ai donc couru avec Kurt Töchting. Je suis resté longtemps dans cette équipe-là parce que j'ai même porté le maillot de cette équipe quand elle s'appelait la T-Mobile de 2004 à 2007. J'ai Kim gagné- Kirchen. Non, ce n'est pas Kim Kirchen. J'ai gagné 2 étapes du Tour de France. J'avais un grand leader, évidemment. Sevilla. Ce n'est pas Oscar Sevilla. J'avais un grand leader. J'avais un grand leader, Ah oui, t'avais. Oui, ils avaient lequel Vinokourov, je Kloden, travaillais. voilà, ou Ulrich. Ulrich, tous ces hommes-là. Donc c'est pas un de ces mecs-là. Je suis un Européen. J'ai Popovic. été cité dans cette émission. C'est- Aujourd'hui, Ah putain. non, c'est un manager. il n'y a vraiment pas longtemps. Bernard Cole. Ce n'est pas Bernard Cohen. Guérini. Guérini, voilà. Non, c'est pas. Celle-là, je te la cache pas, Je bordel. l'ai pas sorti parce que je l'avais en tête en plus. oh. Il y a Non, mais vraiment pas attends. longtemps. Je l'avais en tête, je me suis dit, bah non, c'est pas possible que ce soit Guérini du coup. Putain. Je te jure que je l'avais en tête. ça Bah ouais, foulait, quand il ça. a dit là, je me suis dit, putain. Non mais attends, mais c'était Désolé, sûr, Paul. c'était sûr que c'était Désolé. lui. Je le sortais direct en plus tout à l'heure, il a le même pédigré, putain, j'ai la haine. Ouais, c'est vraiment Il avait gagné une étape du Tour, Guérini. Guérini. En chutant dans un col, je sais plus où, il chute, il se relève, il va gagner l'étape. Guérini, mais ça, Polo. bah non mais je le dis pas, en fait je l'ai parce que pour moi c'était le même pédigré, donc forcément j'allais dire le même blaze. C'est Mais pas lui. je me suis dit c'est pas possible, donc je l'ai pas dit. Allez, j'en fais un dernier pour le kiff. Pour l'égalisation. Pour les Non, putain, mais quel crevard. Eh, j'en fais un dernier pour le kiff. Ok. Vas-y. Allez. Je suis un coureur français. J'ai aujourd'hui 57 ans. Madio. Je suis de la période Non. 10 ans avant Guérini et Pas Madio. Töchting. Voilà, ce n'est pas Madio. Ce n'est pas Marc Madio. Bernardo. J'ai porté... Non, Bernardo, non, ce n'est pas lui. J'ai un palmarès des plus impressionnants parce que Thierry Marie. ce n'est pas Thierry Marie. J'y ai pensé, bien, j'ai bien vu. On attend quelques indices. J'ai gagné... J'ai gagné une classique. Jackie Durand. Duclos la salle. Ce n'est ni l'un ni l'autre. J'ai gagné le Tour de Lombardie 88. Brochard. Ce n'est pas Le blanc. Brochard. Le blanc. Ce n'est pas le blanc. J'ai Le porté blanc, les maillots de Le blanc c'était pas bête. Renault, Système U. C'est pas Bernardo. Ce n'est pas Bernardo. RMO et Bartaux. Novemai Istor. Attends, il gagne le Tour de Lombardie en 88. Lino. Parce Mon que- surnom, ce n'est pas ça. Mon surnom, c'est Petit et mon nom de famille. Et mon prénom, pardon. Petit. Attends, t'as dit quoi les équipes? Encore. Renault, Système U. Renault, Système U, RMO. C'est un Yvon équipier de Madio. Fignon, ça. Ce n'est pas Yvon Madio. J'ai commencé ma carrière en 83, je l'ai terminé en 84. J'ai gagné le Tour de Lombardie Vincent 88. Bartaux, non? J'ai gagné le Tour de Romandie 90, le Tour de l'Avenir 84, le Critérium du Dauphiné 87, Bernard. 89. Ce n'est pas Ah, Bernard. bien tenté. J'ai gagné 3 étapes en 80. Claverola. Ce n'est pas lui. J'ai gagné 3 étapes du Tour de France, 2 étapes de la Vuelta, 1 étape du Tour d'Italie. Dis les années des victoires sur le Tour. Les années des victoires sur le Tour de France. Ça, c'est Alors, les- il faudrait c'est que j'aille années te de les Robin, ça, en chercher. plus. Attends.
Il a énormément de victoires. Pascal Hervé? Ce n'est pas Pascal Hervé. Ce n'est pas Pascal Hervé. Alors, les victoires, il a exactement, pour tout vous dire, 56 victoires en professionnel. Non, mais le tour, les Sur années, le Tour de France, il a gagné la 11e étape du Tour de France 91 et la 12e étape du Tour de France 91. 2 étapes à la suite? 2 étapes à la suite. En Il a 91. gagné 2 étapes à la suite. Pas Thierry Marie toujours? Ce n'est pas Thierry Marx. Je sais pas. Non, j'ai Petit. Je vous donne ses initiales. Ouais. CM. Charlie Motet. Charlie Charlie Motet. Motet. Ça, les gars, vous n'avez pas été Non, bons sur Qatar, ça, Qatar, mais, je l'avais même pas Alors, en on était tête, vraiment pas bon. Il a fait j'avais 2e dans le Giro. il a fait, Ah ouais. il a fait énormément de. Ah là, j'étais pas bon. Non, moi, J'aurais je t'attendais sur tes années en plus, Ouais. Robin, mais toi. Mes années, j'étais Mais pas là. quand Deuxième même. d'un Giro, 4e d'un Tour de France, 2 fois 4e du Tour de France notamment. Ouais, Et non, on a pas effectivement, été il a gagné 2 étapes sur le même tour, 2 jours de suite. Sacré perf quand même. Bravo, 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 Charlie. bravo. Bravo Charlie. Voilà les gars, on termine là-dessus. Victoire de Robin sur Merci. le quiz. 3-0, Merci. net. Mon polo. On affiche Oui, la 3-0 fantaisie, net. voilà. Mais, oh, bah merci, Ah, tu vois. oui, bravo. On Bravo. félicite Tiden qui met une bonne pilule à tout le monde pour l'instant. C'est le top 3 de nos 6 ligues roue libre. Et autant vous dire que 5160 en sport, c'est solide. Et bravo à Paul Pierce 44 et Anthony Goni qui est notre ancien stagiaire chez joli. First Team. Qui Bravo. se défend plutôt pas mal dans cette fantaisie roue libre. Qui porte Bravo à lui. le nom d'un grand cycliste d'ailleurs. Oui, voilà. Ouais, voilà. Exactement. Bravo, bon, du coup, bravo Anthony, bravo Tiden, bravo Polo. Bah, merci, merci Joseph, c'était très cool aujourd'hui. Vous regardez le dispositif, on le rappelle, à 20h surtout, tout le temps sur Insta Live et disponible les émissions qu'on tourne, donc qui seront disponibles aujourd'hui, elles sont disponibles le Et mardi. il faut dire que celle d'aujourd'hui, oui. Bah, tu viens de le faire en fait. Le vendredi aussi, à 11h sur Twitch et après elles seront tout le temps disponibles en Ça fait mal replay, à la tête. en Hein. replay sur YouTube. Voilà, Voilà, merci c'est ça. Polo, merci Roby. Merci à toi, Joseph. Et du coup, on se retrouve très vite sur tous les réseaux avec Roulib et ce Tour de France magnifique. Ciao, bisous. Ciao, ciao.